En inspectant les dégâts qu'il venait de causer, en pensant que sa journée ne pouvait pas empirer, Simon s'agenouilla dans l'allée et regarda sous sa voiture. Mais au moment où il s'apprêtait à observer de plus près les pavés en béton, un bruit esséurant retentit, lui glaçant le sang. Qu'avait-il découvert? Lorsqu'on achète une maison, on ne sait jamais vraiment dans quoi on s'embarque. Mais Simon Max, 37 ans, n'a pas pu résister lorsqu'il a trouvé une maison à prix cassé à Luton, en Angleterre. Les papiers furent rapidement signés, le transfert engagé, et Simon ne se posa même pas la question de savoir pourquoi l'ancien propriétaire était si pressé de s'en débarrasser. Quelques mois plus tard, il emménagea enfin. Après un week-end épuisant à transporter ses affaires, il se glissa dans son lit, épuisé et enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie. Il sourit en réglant son réveil à 8 heures, pensant à son trajet désormais beaucoup plus court jusqu'au travail. Mais alors qu'il était allongé dans le noir, un bruit étrange brisa le silence. Retenant sa respiration, il écouta attentivement. Le son revint un grincement sourd, comme du gravier frottant contre du métal. Intrigué, il se leva, regarda par la fenêtre et balaya du regard le jardin. Rien ne bougeait. Le calme était revenu. Haussement d'épaule, Simon se recoucha, sans savoir que quelque chose sous sa maison était en train de bouger. Le lendemain matin, Simon monta dans sa Vauxhall Zafira noire et tenta de faire marche arrière. Mais au lieu de reculer, la voiture fit un bond en avant. Il réessaya, pensant que la roue était peut-être bloquée. Après avoir appuyé sur l'accélérateur, le véhicule recula brusquement, et il poussa un soupir de soulagement. Mais en sortant pour voir ce qui avait coincé la roue, son estomac se noua. Agenouillé, il vit que les pavés de l'allée étaient fissurés. Puis, sous ses yeux, le sol commença à s'effondrer. Il recula d'un bond alors que le béton se brisait et tombait dans la terre avec un craquement sinistre. De la poussière s'éleva dans l'air. Quand elle retomba, Simon distingua quelque chose d'étrange dans la fissure, un éclat métallique. Il attendit que ce soit sécuritaire, puis s'allongea sur le ventre et se glissa prudemment vers l'ouverture. Saisissant une truelle, il commença à creuser. La terre se dégageait facilement, et bientôt un morceau de métal apparut. Il tenta de le retirer avec ses mains, mais l'objet ne bougeait pas déterminé. Simon décida de dégager les alentours. Plus il creusait, plus il comprenait que ce morceau de métal faisait partie de quelque chose de plus grand. D'abord, il craignit le pire, un gouffre capable d'engloutir sa voiture, voire sa maison entière. Mais lorsqu'il vit que l'objet était manifestement d'origine humaine, il comprit qu'il s'agissait de toute autre chose. Il appela son père, Gérald, à la rescousse. Sans outils professionnels ni équipement, les deux hommes commencèrent à dégager le béton fissuré et la terre alentour. Petit à petit, une ouverture rectangulaire prit forme. À l'intérieur, ils découvrirent une échelle métallique rouillée qui descendait dans l'obscurité. L'inquiétude monta. Pourquoi ce passage secret était-il caché? Où menait-il? Simon avait fait ses recherches avant d'acheter la maison. Les relevés cadastraux et les archives ne mentionnaient rien d'anormal. D'après les documents officiels, le terrain était vide avant la construction dans les années 1970. Mais cette structure souterraine, qui apparaissait soudainement, lui donna la chair de poule. Père et fils travaillèrent pendant des heures, en vent pelle après pelle de terre compacte, qu'ils transportaient dans des seaux. Le tas de terre à côté d'eux grandissait à vue d'œil. Après avoir creusé sur environ 1,50 m de profondeur, ils dégagèrent suffisamment d'espace pour accéder à l'échelle et descendre. Et ce que Simon découvrit en descendant à mi-chemin dans le tunnel allait enfin jeter un peu de lumière sur le passé étrange de sa maison. Une sensation étrange l'envahit, un mélange de peur et de curiosité, en réalisant que ce qu'ils allaient découvrir pourrait bien tout changer. Il ne voulait pas aller plus loin. Et si ce n'était pas sûr? Il courut jusqu'à la maison pour récupérer sa perche à selfie. Avec son téléphone bien fixé, il l'abaissa dans le trou. Sur l'écran, il vit que le passage souterrain cachait 2 pièces. Gérald pensa immédiatement savoir ce qu'ils avaient sous les yeux, mais il devait en être certain. Simon avait acheté la propriété en question pour environ un demi-million de dollars, mais le terrain avait été utilisé à d'autres fins bien avant que la maison ne soit construite. L'homme âgé qui avait vendu la maison à Simon en était le propriétaire d'origine, mais il avait négligé de lui parler de ce qui se trouvait en dessous. Les bruits que Simon avait entendus la nuit précédente étaient dus à l'effondrement du sol sous l'allée, tombant dans la pièce secrète. Simon et son père cessèrent de creuser et commencèrent à faire leurs propres recherches. Ils consultèrent le numéro de parcelle, et les choses devinrent vite claires.
Avant les propriétaires précédents, ce terrain était vide, mais Gérald fit rapidement remarquer qu'il était situé dans un endroit stratégique de la ville. Encore plus révélatrice était la période à laquelle la maison avait été construite. Mon père l'a vu et a tout de suite dit, c'est un abri anti-aérien, expliqua Simon. On a cherché sur Internet et découvert qu'il y en avait pas mal dans cette région. Après quelques recherches, Simon découvrit que l'abri avait été construit pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ancien propriétaire devait savoir qu'il était là, et lorsqu'il avait construit la maison et aménagé le jardin, il avait dû le recouvrir. En 1938, à la veille de la guerre, Sir John Anderson fut chargé de préparer le pays à un conflit. Sa mission était d'élaborer une stratégie pour protéger les citoyens britanniques des bombardements imminents. Sir John Anderson et son équipe d'ingénieurs mirent au point des abris souterrains simples et bon marché qui pouvaient facilement être enterrés dans les jardins. Leur proximité permettait aux familles de se mettre à l'abri très rapidement. Ces structures étaient faites de métal léger et souple, une alternative plus pratique que le béton. Plus de 2 millions de ces abris Anderson furent installés à travers le pays. Mais ce que Simon avait découvert était différent. Gérald comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un abri Anderson. Bien qu'il ait été construit à la même époque, il était manifestement unique. Peu après qu'une bombe soit tombée près de Luton, les habitants furent terrifiés. Leur petite ville était désormais une cible, et ils devaient trouver un moyen plus sûr de se protéger. La communauté s'était alors réunie pour construire un abri collectif, bien plus solide et capable de résister aux bombardements aériens. L'abri que Simon et Gérald avaient mis au jour comptait au moins 2 pièces, et avait été construit en briques et en béton bien plus robuste que les modèles standards. En creusant plus profondément, ils découvrirent plusieurs artefacts. L'une des trouvailles les plus marquantes fut une coupure de journal, The Herald, datant de la Seconde Guerre mondiale. Un des titres en une disait « Aéroport de Luton, est-ce la fin ?» D'autres articles décrivaient la vie quotidienne en temps de guerre. Cette relique offrait un aperçu rare et émouvant de la vie en Grande-Bretagne à cette époque. Mais ce n'était pas tout. Simon et Gérald trouvèrent aussi des preuves que l'abri avait été approvisionné en nourriture et en eau, afin de pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui s'y réfugiaient pendant plusieurs jours. C'est incroyable de penser que tout cela a été fait à la main, déclara Simon. Les murs en béton de l'abri avaient été renforcés avec des briques et du mortier, ajoutant une couche de protection contre les bombardements. Même après cette découverte monumentale, leur travail n'était pas terminé. On n'arrête pas de creuser, 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 dit Simon. On est à environ 1,50 m de profondeur, il reste à peu près autant à creuser. Je pense qu'on va devoir louer une benne parce qu'il y a tellement de débris à évacuer. Puis ils firent une autre découverte, un des murs a été muré. Je suis presque sûr qu'il n'y a pas d'autres pièces, mais on ne sait jamais, dit-il. Ils ont peut-être muré un mur quand ils ont construit la maison, pour faire place aux fondations. Si c'est le cas, on devra laisser comme ça. Rapidement, la découverte fit le tour du web. Alors que Simon et son père continuaient à creuser, des journalistes et des voisins affluaient dans leur allée pour apercevoir ce site historique. Mais Simon ne cherchait pas la célébrité. Ses préoccupations étaient ailleurs. Il n'avait pas passé des heures à creuser pour attirer l'attention. Simon estimait qu'il était important de partager sa découverte, mais pas pour la notoriété. Il sentait qu'il avait une responsabilité envers l'histoire de son pays. Il ne voulait pas que ce morceau de mémoire soit oublié. Il souhaitait que l'abri anti-aérien soit conservé pour les générations futures. Simon et son père prévoient donc de nettoyer entièrement l'abri, de le restaurer et de le préserver. Ils espèrent qu'il sera reconnu comme un monument historique. Même si la guerre est terminée depuis longtemps, ils croient que cette période ne doit jamais être enfouie ni oubliée. Ils souhaitent que les générations futures puissent visiter cet abri et entrevoir un péan essentiel de l'histoire.